Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch slash Mister Review. Et aujourd'hui, on va s'attaquer encore un show de la WWE. Oui, forcément, ce sera le thème de cette vidéo, comme dans chaque thème différemment auquel je présenterai des shows, tels que ROH, AEW, TNA, et bien sûr, la WWE en général. Donc voilà tout. Mais bon, vous saviez, on va s'attaquer au WWE Survivor Series War Games 2024, qui s'est déroulé bien sûr au Canada, dans la ville. Attendez, laissez-moi prendre des vérifications de la formation de lieu. Alors, comme je l'ai dit, c'est au Canada, mais du côté de Vancouver, Colombie-Britannique. Donc c'est sûrement dans la province. De toute façon, dans la province du Canada, forcément. Et auquel, est-ce que c'était un bon show ou pas? Ça dépend vos avis populaires ou impopulaires, comme on pourrait le dire de nos jours. Mais bon, ça, je laisse parler à ceux qui ont aimé, ceux qui ont détesté, car je suis un peu mauvais jugeur, parce que moi, quand je regarde un show, je ne vois pas l'inconvénient tant que, tant que la foule est dedans, tant que la foule s'investit en ce show, et tant que tout est parfait. Moi, je... ça m'arrange. Ça m'arrange complètement. Mais bon. Dans le pré-show de la WWE, forcément, ça parle beaucoup dans le countdown kick-off, donc ça parle beaucoup. Comme on sait que pendant la fin du show, il y a le Media Scrum pour la WWE, ça on le sait, mais c'est pas ça qui nous intéresse, vu comment ce qui nous intéresse, c'est le show en lui-même. Et on commence directement avec le premier match, mais le premier match du War Games féminin. Donc oui, au jeu de guerre des survivors, enfin des survivants si on peut le dire. Mais bon, les équipes, laissez-moi vous les présenter. Tout d'abord dans la team Rhea Ripley. Il y a la leaduse, donc Rhea Ripley, Bianca Belair, Naomi, Io Sky et Bayley. Et de l'autre côté, eh bien, il y a une équipe improbable, si on peut dire ainsi. Dans le Judgment Day, forcément, Liv Morgan et Raquel Rodriguez, avec Nia Jax, Tiffany Stratton et Candice LeRae. Donc, quelque part, c'est un peu, ouais, une équipe improbable, comme il pourrait en avoir dans les équipes, forcément. En sachant que pour Io Sky, à chaque fois quand il y a un Survivor Series War Games, c'est sûr, vous la mettez elle dans ce genre de stipulation, elle nous sortent des moonsaults de folie au-dessus de la cage. Ça, c'est sûr, ça devient un vrai rituel pour la WWE et un peu pour Io Sky, vu comment c'est une spécialiste des War Games. Et que tant que ça plaît à tout le monde et tant qu'il n'y a pas d'aigri, je ne pourrais pas de dire que c'était mauvais ou bon. Parce que je me rappelais que l'année dernière, pour les Survivor Series War Games 2023, je me rappelais, j'avais beaucoup aimé que celui du Full Gear 2023. Je m'en rappelais vu comment j'avais fait une vidéo dessus. Et j'avais dit que le match féminin, il était bien, il était sympa, mais j'avais complètement oublié qu'il y avait des défauts. Et ça, bien sûr, j'aurais dû le dire, mais vu comment, vous saviez, je suis un tout petit peu perdu dans ma manière de prononcer les choses en vidéo. D'ailleurs, Gail peut peut-être vous le constater si c'est possible, vu comment j'ai dû m'expliquer parfois quand je raconte quelque chose. Parfois, je peux être perdu, mais j'essaye d'aller dans le bon contexte, essayer d'être focalisé, mais à chaque fois, je suis un peu ailleurs, je suis un peu dans la lune. Mais bon, ça, ce n'est pas une rancune, hein, c'est juste des petits défauts auxquels j'en ai, même si des failles, ce n'est pas les premiers ni les derniers que j'en ai. Mais bon. Bon après, est-ce qu'il y en a qui vont adorer ou alors est-ce qu'il y en a qui vont détester ce match-là du War Games féminin? Je ne sais pas. Je ne sais pas.
Bon après, il n'y a pas que Io Sky qui a fait des folies, parce que Io Sky, certes, je me rappelle du spot auquel elle avait une poubelle sur la tête et elle effectue un moonsault, mais d'un autre côté, il y a Tiffany Stratton qui a fait aussi un Swanton Bomb sur les personnes qui étaient en bas. Donc, que ce soit Face et Hill, ils ont régalé la foule. Bon, après, c'est vrai que ça se voit que les lutteuses, lorsqu'elles se rassemblent, chacune d'entre elles, je sais qu'elles attendent que la personne qui est en hauteur effectue ce mouvement. Donc, il faut avoir l'œil. Mais est-ce que il faut dire que c'était mauvais? D'un autre côté, mauvais timing, oui, mais mauvais match, on peut pas dire que non, parce qu'il s'est passé plein de trucs, plein de spots et pas mal d'objets. Comme l'objet le plus improbable, c'était une cuvette de WC. Non, ce n'est pas une connerie. Et ce n'est pas, on va dire, quelque chose inventé, c'est un fait. Parce que je me rappelais que Rhea Ripley avait utilisé la cuvette de WC pour frapper soit sur Candy, soit sur Naya, soit sur Raquel, Tiffany Stratton, peu importe. Et après, d'un autre côté, je me rappelle que Naomi avait utilisé la cuvette pour mettre sur la tête de Nia Jax pour faire le Sting Face à la manière de son beau-père, donc Rikishi, auquel elle effectue ce mouvement. Bon, après, ça ferait rire plus d'un, ça ferait penser, j'aimerais bien avoir ces fesses sur ma tête, moi, sur ma face, n'importe comment. Il y en a qui pourraient se dire la question. Mais bon, il y a eu tellement d'objets, tellement de nearfall de la part du public. Bien sûr, quand Rhea Ripley, elle arrive, c'est sûr, elle démolit tout le monde, jusqu'à ce que la dernière soit Liv Morgan, vu comment c'était elle, justement, à sortir la dernière. Bien sûr, il y avait Raquel, mais sauf que Raquel, elle était déjà dans la champ de bataille, et auquel ben, elle se fait allumer par Rhea et ses partenaires d'un soir. Et un truc auquel j'ai oublié de préciser, on se demande qui a agressé Jade Cargill pour avoir sa place dans le Wargames et aussi avoir sa place au niveau du tournoi pour le titre féminin des États-Unis. Parce que oui, ils ont fait un titre des États-Unis, mais féminin, comme pour les femmes, d'une manière intercontinentale. Donc, ce qui est une bonne chose. Maintenant, la question, est-ce que ça va être booké correctement? Bonne question. Bon, je l'ignore, mais si ça se trouve, l'agresseuse est sûrement dans l'une des équipes, que ce soit du côté face ou du côté des heels. Pour l'instant, on ne sait pas, je préfère durer le suspense. Mais bon, pour ce qui est de Rhea, certes, elle attend que Liv, elle sorte de sa cage, même si Liv, elle tente de fuir, mais sauf qu'elle fouillait, c'est pas pour se cacher derrière le slip de Dirty Dom, mais plutôt pour aller chercher une batte de baseball. Et j'imagine que c'est la même batte auquel elle avait été victime, Rhea Ripley. Pendant le Chokran Jewel, ok, il y avait le match entre Liv et Naya, j'aurais pu vous dire que il y avait une agression qui s'est déroulée à NXT, auquel j'avais complètement oublié de vous le dire. Et il faut savoir, c'est que pendant NXT, certes, Rhea Ripley avait donné renfort aux face de NXT contre les heels de NXT pour avoir un certain avantage. Mais à un moment dans le parking, eh bien, Rhea Ripley s'est faisait tabasser à sang. Donc elle était ensanglantée, elle était... En plus, c'était dans sa voiture, en plus, sa voiture de location. Eh bien, elle était blessée, elle était ensanglantée. Et il faut savoir, c'est que bah, elle souffrait d'une blessure orbitale au niveau de l'œil. Et c'est pour ça qu'elle avait venu un temps avec... enfin, un temps, j'exagère, mais quelquefois avec un masque transparent à la manière de Cody Rhodes ou un masque noir à la manière de Jessie Jane. Et que là, pendant ce Wargames, eh bien, elle aborde un masque tout à fait diabolique. Et auquel ben, elle est fan de ce côté très diabolique, horrifique. Mais il y a un moment, quand Liv arrive sur le ring avec la batte, c'est là où elle décide ben, de retirer son masque
et auquel, ben là, elle est en mode tueuse. Elle veut tuer cette nana qui lui est failli tuer, entre autres. Même si elle est prise au dépourvu par d'autres îles qui la tabassaient. Donc bien sûr, Liv, elle jubile, elle voit que la chance lui sourit, comme sa chance lui sourit quand elle a capturé le titre féminin de la WWE, quand elle a volé Dirty Dom, quand elle a récupéré, enfin, quand elle a gagné le titre Crown Jewel féminin, et que maintenant, elle pense avoir la victoire en prenant Rhea au dépourvu, comme si la victoire lui tenait entre les mains. Donc bien sûr, elle le tabasse à coups de batte, elle tabasse. Bien sûr, les faces se révoltent et forcément, ça crée pas mal de brawls, tellement de brawls. Bon, je passe au climax parce qu'il y a beaucoup trop de choses à citer, si ce n'est que dans le climax, on a Rhea Ripley et Liv Morgan qui sont, bien sûr, sur la troisième corde, en train de se frapper en hauteur. Qui va avoir l'avantage? Est-ce que c'est Liv? Est-ce que c'est Rhea Ripley? Eh bien, c'est Rhea Ripley qui va avoir l'avantage psychologique et aussi le dernier mot dans son coup de zizou, donc un coup de boule qui arrive en plein torse, et que, si je ne me trompe pas, elle est en position du reptile, et ce qu'il y avait en dessous de eux deux, c'était une table, et du coup, ben, vu comment elle est en position du reptile, eh bien, elle porte le reptile, et c'est Rhea Ripley qui a fait le pin pour la victoire. Qui donne la victoire pour elle, pour son équipe. Et je ne pense pas que la rivalité entre Rhea Ripley et Liv Morgan va s'arrêter d'ici tôt. Parce que... Ah, je comprends qu'il y a certains qui peuvent aimer cette rivalité, mais... Ça devient lourd à la fin. Ça devient lourd. Malheureusement. Mais bon, si ça doit continuer, ben, c'est encore parti pour la fin de l'année. Et qui sait pour la nouvelle année, en sachant que c'est pas prêt de se terminer ici. Dommage, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? C'est victoire des Face, donc victoire de la team Rhea Ripley elle-même, Bianca Belair, Naomi, Io Sky et Bayley. Tout simplement. Bon, je vais couper et on passe au match suivant pour un titre qui est en jeu. Donc, le match numéro 2, c'est pour le match pour le titre des États-Unis de la WWE du côté masculin, entre Shinsuke Nakamura contre LA Knight. Yeah! Donc oui, le match pour le titre US entre deux catcheurs. Alors, ce match a été, je crois, posé à la dernière minute. Et pourtant, j'étais presque persuadé que ça allait se dérouler lors des Saturday Night Main Event. J'étais persuadé. Après, je connais un ami qui va sûrement me dire ouais, j'avais raison, Nakamura a remporté le match, nanani nanana. Parce qu'en fait, mon seul ami, enfin, j'en ai pas un, j'en ai pas deux, j'en ai pas trois, mais j'en ai un petit peu plus que ça. Je connais cet ami qui va sûrement me dire tu vois, j'avais raison. Et cet ami qui a sûrement raison, c'est Ludo. Donc Ludo, si tu passes par là, je ne m'adresse pas à n'importe quel Ludo, je m'adresse à un seul Ludo qui est un de mes amis. Donc oui Ludo, je m'adresse bien à toi. Sache que oui, mais je n'aime pas d'être spoilé. Parce que tu as spoilé on va dire la rencontre, et tu as spoilé le vainqueur, et auquel je n'aime pas être spoilé. Pourtant, le match, il peut être bon, mais je sais pas les mots pour tout décrire. Hein. Si ce n'est que Shinsuke Nakamura, il est revenu, mais pas le Nakamura qu'on connaît tous. C'est vraiment un Nakamura très très sombre. Quelqu'un qui devient un peu un fantôme du passé, euh, un, un fantôme diabolique du Japon. Est-ce qu'on pourrait décrire ça? Parce que on sent un côté traditionnel horrifique japonais en Nakamura, en sachant que il a à peu près une nouvelle dégaine au niveau du vestimentaire, et aussi euh, il a un peu peinturluré au niveau du visage. Mais sauf qu'on a l'impression qu'il possède des cicatrices. Mais bon, le maquillage est bien foutu, que on a l'impression que il a réellement été défiguré.
mais ça restera toujours quand même un homme très sadique. Et quant à LA Knight, eh bien, comment il va faire pour surpasser et pour anéantir ce diable de Nakamura pour conserver le titre en tentant tous les moyens possibles de manière légale. Oh, pardonnez-moi, je m'excuse pour ce petit rot, donc je m'en excuse sincèrement. Bon, je sais que le règne de LA Knight n'est pas ouf qu'on peut le dire. En même temps, les fois où le titre n'a pas été défendu en PPV PLE, il y a de quoi aussi, hein. Il y a de quoi aussi. Et que, euh, et que là, peut-être qu'il y a moyen de renouveler le règne de LA Knight, mais il faut que je vous dise, son règne va être de très très courte durée. Et pourtant, comme j'ai dit, le match est bon. LA Knight tente de faire chuter Nakamura. Nakamura veut vraiment faire souffrir LA Knight. Donc il veut vraiment le torturer, il veut vraiment le défoncer. Alors que LA Knight, il pense qu'à sauver sa peau et aussi à faire face à l'adversité. Donc c'est tout ce qu'il veut faire, mais à chaque fois, Nakamura s'en relève, à chaque fois, Nakamura est dans le match, et à chaque fois, Nakamura, on peut s'attendre à tout, à utiliser des tactiques assez douteuses, comme la possible tricherie, euh, le, petit, le petit passage du Black Mist, auquel il pourrait utiliser à n'importe quel moment sans qu'on s'y attend, et auquel il faut s'attendre à tout dans ce match, hein. Vraiment, il faut s'attendre à tout. Bon, pourtant LA Knight était prêt à dégainer son BFT, Nakamura tente d'utiliser son Kinshasa, tous les deux ça joue en contre, mais dans le climax, eh bien, si je ne me trompe pas, il veut faire un genre de superplex, mais c'est à ce moment-là auquel Nakamura lui met les doigts dans les yeux et il fait un spot à l'extérieur, pas à l'extérieur du ring, hein, mais vraiment entre les deux coins de ring, hein, parce que oui, j'ai oublié de préciser, mais il y a deux rings, parce que c'est normal, c'est un Wargames. Donc voilà. Donc il fait un spot, un genre de reverse DDT, et c'est à cet instant-là auquel il va dégainer son Kinshasa pour la victoire. Donc nouveau champion, Shinsuke Nakamura. Et auquel, ben, certes, c'est un, on va dire, retour gagnant, sous un nouveau gimmick, et un côté plus sombre, un côté plus étrange. Mais on va voir à quoi ça va donner, hein, parce que ça semble être un tout petit peu prometteur. Après, je peux me tromper. Je peux me tromper, mais, euh, mais voilà. Victoire de Shinsuke Nakamura. Oui, je sais, tu vas sûrement regarder cette vidéo ou pas du tout. Je sais ta raison, mais je n'aime pas être spoilé. Donc, Ludo, si tu vois cette vidéo, sache que je ne te remercie pas. Il faut que tu le saches. Bon, oui, je parle à moi-même, mais parfois je parle à une personne que je connais qui parfois peut regarder mes vidéos et que parfois il me le dit un petit peu en privé. Mais bon, sachez que certains qui oseraient me spoiler, je comprends votre point de vue, qui doit gagner, qui doit perdre, mais parfois je ne suis pas content qu'on me spoile. Parce que je préfère garder la surprise uniquement pour moi. Sachez-le. Mais bon, ce n'est pas grave. Du fait que c'est victoire de Nakamura, on en reste ici. Maintenant, au troisième match, et je vais un tout petit peu couper, et après, on y revient. Et dans ce troisième match, c'est un match triple menace pour le titre intercontinental de la WWE pour les hommes, forcément. Alors, le champion Bron Breakker contre Sheamus et Ludwig Kaiser. Oui. Donc, le match pour le titre. Est-ce que le titre pourrait revenir autour des hanches de celui qui n'a jamais été champion intercontinental depuis ses débuts à la WWE, à la personne de Sheamus? Ou alors, est-ce que quelqu'un qui peut créer la surprise sans qu'on s'y attend, qui va créer la surprise à la personne de Ludwig Kaiser? Ou alors, est-ce que ce sera le gros chien dominateur, celui qui a du potentiel, qui a du talent?
on peut vraiment s'attendre à ce qu'il soit un futur de ce milieu, à la personne de Bron Breakker qui est le champion au titre. La question, on s'en pose beaucoup. Pas mal de spots aussi, pas mal de spots qui peut peut-être raconter à quelque chose, même si ça ne l'est pas forcément. Mais bon, tout se joue. Parfois, Sheamus est un peu désespéré, il veut tenter à chaque fois de remporter la victoire, quitte à torturer Kaiser et Breaker. Donc c'est sûr, il veut le titre, hein. Il veut remporter ce titre qu'il n'a jamais gagné de sa carrière. Donc on comprend l'envie de, de remporter ce titre. Mais à chaque fois, il y a toujours un qui empêche de la personne à devenir champion. Et la personne, c'est Ludwig Kaiser, qui, qui casse un petit peu les couilles à Sheamus, qui veut essayer de prouver à quel point il peut battre Bron Breakker. Mais ça, tout ça n'était que temporaire ou alors juste une illusion de la part de Kaiser. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Beaucoup de spots, beaucoup de spots, beaucoup de spots. Et auquel, ben, j'avais bien aimé, ça aussi. De toute façon, le premier, le deuxième, le troisième, je les ai adorés. Même le quatrième et le cinquième. Donc, comme quoi, ça me plaît tout ça. Vraiment, tout ça me plaît quand il y a des bons matchs. Mais j'ai rien à dire de négatif dessus. Bon, pas mal de prises. Même quand Ludwig Kaiser utilise le genre de sceptre Shidaili à Sheamus pour le frapper avec, il pense pouvoir à la victoire. Enfin, vouloir. Il pense vouloir prendre la victoire, mais Sheamus l'en empêche. Il lui fait un Brock kick. Et c'est cet instant-là auquel Bron Breakker, ben, il lui rentre dedans au avec toute la puissance qu'il peut accumuler, et c'est là où il décide de dégainer le spear sur Sheamus, auquel ben, il effectue pour la victoire, et du coup c'est victoire de Bron Breakker, qui restera champion intercontinental. Pour l'instant, qui peut battre à ce rythme-là pour Bron Breakker? La question a-t-elle se poser? Tant que ce ne sera pas un long règne qui dure très très longtemps, enfin je l'espère, parce que on connaît le booking de Triple H. Et quand je parlais de l'agression à NXT avec Rhea Ripley et Liv Morgan et Raquel Rodriguez, quelque part, je pense que Triple H devrait plus prendre de risques en montrant ça un petit peu à la télé. Si Shawn Michaels l'a fait, c'est pour créer un peu de moments de shocking. Mais Triple H aurait dû un peu faire dans ce style de choses. Enfin, dans ce style de booking. Mais bon, on peut pas toujours être à l'avance, on peut pas être toujours être bon au niveau du booking, forcément. Parce qu'il y en a qui critiquent le booking de Triple H. C'est vrai, je reconnais que c'est pas parfois top, mais, mais j'espère qu'il nous réserve des bonnes surprises auxquelles on peut s'attendre à être heureux. Et si c'est pas le cas, on peut s'attendre à être déçu. Mais bon, je n'ai pas envie de trop m'attarder sur ça, si ce n'est que, voilà, victoire de Bron Breakker. Et on en reste ici du fait que ça continue. Maintenant, le match numéro 4, je coupe à nouveau. Eh oui, le match numéro 4, de toute façon, plus que 2 matchs après, c'est terminé. Mais cette fois-ci, c'est pour le titre du monde poids lourd de la WWE. Masculin, entre Gunther contre Damien Priest. Bon, en sachant que Damien Priest était le champion lors de SummerSlam et auquel il avait perdu à cause de Finn Balor, et que c'est Gunther qui est le champion, il veut avoir sa revanche contre Gunther pour le titre. Cette fois-ci, il veut sa vengeance, il veut capturer le titre qu'il a été perdu, qu'on lui a arraché. Bien sûr, même si on lui avait écouté le match, eh bien là, il veut récupérer ce qui l'appartient. Est-ce qu'il va réussir ou est-ce qu'il va échouer? Eh bien ça, on en discutera. Parce que il s'est passé tellement de choses, beaucoup de prises assez dures sur l'homme, que ce soit au niveau de Gunther et de Damien Priest, parce que oui, on a affaire à un combat de grands monsieur qui aiment se foutre sur la gueule avec des grosses prises bien percutants, bien douloureux. Donc là, c'est un vrai combat d'hommes.
clairement un vrai combat d'hommes et que Gunther, certes, il est intimidant quand il devient très dominateur. Damien Priest qui veut renouveler sa couronne en capturant un titre qu'il n'aurait pas dû perdre, quitte à se sacrifier, quitte à se faire du mal lui-même. Parce qu'il est prêt à tout pour remporter ce foutu titre. Et logiquement, quand je dis bien logiquement, personne ne pourra l'empêcher, c'est que je le pensais jusqu'à ce qu'il y avait une intervention de vous savez qui qu'on va y venir. Parce que il y a eu beaucoup de prises, que ce soit pour Gunther et Damien Priest, forcément. Tentative de Son of Evil Shockslam, Razor's Edge. Après, à un moment donné, des powerbombs, des sleepers. Bref, le côté technique auquel Gunther laisse parler sa puissance technique, son savoir-faire à torturer Damien Priest, alors que Damien Priest, lui, il cherche à se libérer, à se sortir de ce piège de torture qui est Gunther. Quitte à tenter des kicks, des, euh, des enchaînements auxquels il pourrait possiblement avoir la victoire si c'est possible. Mais après, rien n'est facile, rien n'est conclusable. Mais il y a un moment, oui, on va y venir, il y a un moment quand les deux catcheurs sont très fatigués, l'un est fatigué dans le ring et l'autre à l'extérieur du ring, et quand je dis l'autre, c'est Damien Priest, eh bien c'est à cet instant-là auquel l'arbitre, qui est un peu focalisé sur l'état de santé de Gunther, ne voit pas ce qui se passe par derrière, parce que Finn Balor arrive à faire un stomp au niveau des escaliers sur Damien Priest. Et forcément, bien, on connaît les intentions de Finn Balor. Il cherche à faire échec à Damien Priest face au champion en titre. Donc, il veut s'assurer qu'il ne soit pas champion. Il veut s'assurer qu'il soit un perdant, car il n'en a pas fini ses comptes avec Damien Priest. Donc, c'est parti pour une histoire de Judgment Day contre les Twin Towers. Mais pourquoi vous nous forcez avec cette rivalité? Et en sachant que c'est possible que dans cette rivalité, c'est Finn Balor qui va se faire punir. Qu'est-ce que qu'est-ce que ça peut avoir grand-chose? C'est un peu comme avec MJF et Adam Cole. Certes, le match peut être très bon entre MJF et Adam Cole, mais cette rivalité pue un peu le sapin, quoi. Enfin, il pue le caca. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Mais bon, je comprends qu'il y en a qui peuvent aimer cette rivalité, hein, mais moi, j'ai un petit peu du mal, hein. Certes, je suis pour le babyface et non contre le heel, même si je sais que les deux sont très excellents, mais on est reparti comme en 40, comme on peut dire. Ah, donc forcément, ça va créer un avantage à Gunther qui va torturer Damien Priest, même si Damien Priest a été un peu stompé à l'estomac à cause de Finn Balor qui tente de le choper, mais que c'est Gunther qui va le choper et qui va, on va dire, le torturer, il va le massacrer, il va l'obliger à le faire soumettre. Et du coup, c'est à cet instant-là auquel Gunther ne le fait pas abandonner Damien Priest, mais Damien Priest, tellement qu'il a perdu connaissance, qu'il est incapable de abandonner. Donc en gros, il abandonne sans avoir abandonné. Et du coup, c'est victoire de Gunther qui reste toujours champion. Je sens qu'avec Gunther, on va le faire encore un long règne de champion du monde poids lourd. Vu comment il a eu un long règne du côté de NXT UK, un long règne en tant que champion intercontinental, et qu'on veut faire pareil avec le titre du monde poids lourd. Est-ce que c'est ça auquel vous voulez qu'on s'y attende? Parce que je pense que oui. Mais bon, victoire du El Ring General, et un autre chapitre autour des Twin Towers et Judgment Day semble ouverte, et auquel je m'en contrefiche, mais je vais essayer d'être gentil en espérant que ça pourrait être bon, si c'est possible. Bref,
Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Tout ce que je sais, à la fin du match, quand c'est en coulisses, Damien Priest, il chope Finn Balor, comme il y a Carlito, JD McDonough et je crois que j'ai fait le tour, je pense. Ah oui, oui, Dominique Mysterio. Euh, donc ils essayent de le massacrer, Damien Priest, même si Damien Priest il se mange des coups, mais il se laisse pas mis à terre pour autant, vu comment il se débarrasse de tous jusqu'au dernier. Mais à un moment donné, bien sûr, ils vont avoir l'avantage, ils vont tellement le frapper fort à Damien Priest que Finn Balor a pris une chaise pour frapper à l'épaule ou au niveau du bras de Damien Priest. Donc, est-ce que ça pourrait jouer sur une blessure? Et bien sûr, comme d'habitude, le général manager Adam Pearce et la sécurité séparent les agresseurs, toujours à la dernière minute. Alors quand c'est le face, il faut l'empêcher. Non, 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 tu dois pas faire ça. Comme si c'était un tentative de meurtre. Non, 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 tu ne attaques pas, tu n'agresses pas. Non, non, tu fais pas ça. Alors quand c'est le heal, forcément, on le laisse beaucoup de crédit. Donc quelque part, c'est un peu con. Ça, c'est normal. C'est comme si les general managers et la sécurité favoritisent beaucoup les méchants que les heals. Donc voilà quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Mais bon, de toute façon, j'en ai terminé. Victoire de Gunther. On en reste ici. Maintenant, le main event et je vais un petit peu couper. Et dans ce match numéro 5, cette fois-ci, c'est un Wargames masculin, cette fois-ci, entre The OG Bloodline, donc l'équipe composée de Roman Reigns, et les Usos, donc Jimmy Uso et Jey Uso, et Sami Uso, qu'on peut aussi appeler Sami Zayn, et bien sûr, CM Punk, contre The New Bloodline, donc Solo Sikoa, Jacob Fatu, Tamatonga Tongaloa, et The Big Bronson Reed. Alors, comment je pourrais dire à propos de cette rivalité? Certes, on sait que les OG Bloodline et la Bloodline nouvelle, c'est une rivalité qui a trop duré. Ça, on le sait, mais je sais pas si ça se termine ici ou alors ça continue encore. J'en ai aucune idée. Mais tout ce que je sais, ça va peut-être continuer, peut-être, je pense. Je suis sûr et certain, comme avec les Twin Towers et le Judgment Day, je sens que ça va continuer. Mais rien n'est sûr. En tout cas, rien n'est sûr, mais on est persuadé. Alors, tout ce que je peux dire dans l'équipe des Face, donc des OG Bloodline. Alors, quand CM Punk n'était pas encore dans ce genre d'équipe, c'était pas lui qui était destiné à rejoindre l'équipe de OG Bloodline, ça devait être Seth Rollins. Vu comment son adversaire à Seth Rollins, Bronson Reed, a rejoint la nouvelle Bloodline du côté de Jacob Fatu. Après, vous allez peut-être dire pourquoi est-ce que Bronson Reed rejoint la Bloodline. Il n'est pas samouraï, il est juste australien. Ça n'a pas de sens. Pour ceux qui n'ont peut-être pas, on va dire, vu l'information, si vous n'avez pas été sur le Wikipédia de Bronson Reed, il faut savoir que certes, Bronson Reed, il est australien, ça on peut l'admettre qu'il est australien, mais il a des origines samoanes. Donc oui, il a des origines samoanes, et c'est pour ça qu'il a rejoint l'équipe de Solo, et du coup, c'est peut-être logique, un petit peu, hein, parce que la logique est un peu sulfureuse. Mais bon, comme j'ai dit, ça devait être Seth Rollins, mais vu comment Seth Rollins il a refusé à plusieurs reprises de rejoindre la OG Bloodline, préfère d'être loin de eux. Qui sait, peut-être qu'il avait une décision à faire, peut-être les rejoindre, et c'est à cet instant auquel The Wise Man, donc l'homme sage, Polyman, arrive pour nous donner la nouvelle
Dans ce match, ça va être 5 contre 4, mais sauf que ça va être un 5 contre 5, et c'est à cet instant auquel CM Punk arrive et auquel il vient en aide à la OG Bloodline. Et bien sûr, on va apprendre beaucoup plus de comment ça s'est, on va dire, passé. Et qui sait, Seth Rollins, il doit avoir vraiment les nerfs de voir celui qui le déteste rejoindre l'équipe de celui qui a été un temps son ami, son associé dans le Shield, mais que il le déteste pour des raisons évidentes. Mais bon, ça c'est le problème de Roman et de Seth, et que peut-être qu'il aurait dû prendre sa décision plus tôt. Eh bien, à cet instant-là, CM Punk lui a volé la place à Seth Rollins. Donc, quelque part, il doit sûrement avoir les boules. Et entre CM Punk et Roman Reigns, on sent que ce ne sont pas des grands amis. Ce ne sont pas réellement des grands amis. Certes, ils se détestent, car je me rappelle de ce segment qu'on a eu à SmackDown, tel un film de cinéma. Eh bien, ils se sont tous les deux assis à une table, aux côtés bien sûr de Polyman, et les intentions de Punk sont claires. Il n'agit pas pour Roman Reigns, mais il fait ça pour son ami. Donc, quand il dit son ami, c'est Polyman. Et quelque part, Polyman, je pense qu'il a un peu le cul entre deux chaises de voir ces deux poulains, certes qui ne s'aiment pas du tout, mais qu'ils ont du mal à se coordonner. Et après, je me pose la question, est-ce que Polyman n'est pas en train de préparer un plan diabolique dont il a le secret? Parce que Polyman, certes, il est peut-être fidèle à Roman Reigns, mais pour combien de temps? Sincèrement, pour combien de temps? Parce que je sens qu'il est possible d'avoir une trahison, hein. Parce que on peut s'attendre à tout, hein. Vraiment, on peut s'attendre à tout. Et quand CM Punk parle de faveur, il ne parle pas avoir une faveur de Roman Reigns, mais plutôt de Paul Heyman. Et du coup, ben, Roman Reigns, certes, il va avoir des réponses, mais on le saura après Wargames. Sûrement du côté de SmackDown. Non, mais ça donne vraiment envie de regarder. Ça donne vraiment envie de regarder, et ça donne envie d'avoir du suspense. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une trahison. Qu'est-ce qui va se passer? On est impatient. Donc c'est sûr, on est un peu excité comme des pucelles. Parce que certes, ce ne sont pas des grands amis du monde, mais on peut s'attendre à tout. Après, est-ce qu'ils peuvent se faire confiance dans ce type de match? Pardonnez-moi. La question on se pose, c'est est-ce que oui, est-ce que c'est non? Parce que on sentait qu'il y avait beaucoup de tension, hein. Pourtant, entre les Usos et Sami Zayn envers CM Punk, certes, ils ont un côté mitigé. Certes, on n'est peut-être pas obligé de l'aimer, mais on doit le faire pour le bien de l'équipe, parce qu'avant tout, il faut avoir l'esprit d'équipe, euh, surtout pour Polyman, pour Roman Reigns. Et, et j'espère que CM Punk va ne pas nous mettre un coup bas. Donc ils espèrent, mais ils veulent le faire confiance. Alors qu'entre Roman et Punk, c'est, on va dire, c'est un peu de la mauvaise conscience, voire prêt à tout pour voir ce qui peut arriver, hein. Donc forcément, il se passe tellement de choses dans le match. Je crois que c'est Jay qui se lance en premier dans le match. Après, il y a Bronson Reed, ou alors c'est pas Bronson Reed, c'est peut-être Jacob Fatou. Bon, après, il y a Jimmy Uso, il y a Tamatonga. Enfin, je crois que c'est Tamatonga qui poursuit la rencontre, donc en premier. Après, il y a voilà, Jay, ensuite il y a Jimmy, il y a Tongaloa, il y a Jacob Fatou, il y a Bronson Reed. Après, bien sûr, il y a Sami Zayn également. Et après Sami Zayn, ben, il y a CM Punk. Et après, il y a Roman Reigns, mais sauf que ce ne sera pas Roman Reigns qui va sortir en premier, vu comment il va sortir en dernier de la cage. Vu comment c'est Solo Sikoa, le dernier méchant dans la cage, à sortir. Et pour ajouter l'insulte à l'humiliation,
eh bien, il décide de s'enfermer avec les Face pour que ça soit un match 4 contre 5, pour encore plus faire chier Roman Reigns, parce que c'est l'intention de Solo Sikoa, prouver à quel point c'est lui le vrai chef de tribu, et c'est lui qui va décider de comment ça va se finir. Donc bien sûr, il y a eu pas mal de trucs, il y a eu pas mal de comebacks au niveau des Face, pas mal de comebacks, mais après, les heals ne se laissent pas faire, ils les démolissent, ils les démolissent, ils les démolissent, jusqu'à ce que Roman Reigns sorte de la petite cage, et auquel, comment il va faire pour entrer? Eh ben, il va rentrer en grimpant au niveau de la cage. Certes, il y avait Tama Tonga qui essayait de le faire tomber, Tonga Loa est pareil, Bronson Reed c'est pareil aussi, Jacob Fatou, jusqu'à Solo Sikoa, mais quand le chef de tribu arrive, c'est sûr, il fait le ménage, même s'il se fait un peu tabasser par plusieurs personnes, eh bien, il peut compter sur ses partenaires. Il peut compter sur Sami, il peut compter sur Jimmy, il peut compter sur Jay. Est-ce qu'il peut compter sur CM Punk? Euh, un petit peu oui, un petit peu non. Parce que on peut se dire, certes, Punk, je me rappelle que certes, il y avait pas mal de comebacks auxquels il arrivait très très fort. Mais après, à un moment donné, quand il se fait calmer, il se faisait vraiment martyriser par les heals. Jusqu'à ce que d'un autre côté, il y a les heals de l'autre côté du ring et les faces dans l'autre ring. Bien sûr, il y a un échange de regards entre CM Punk et Roman Reigns. Est-ce qu'ils peuvent se faire confiance ou pas du tout? Est-ce qu'ils vont peut-être se déchirer? Ou alors est-ce qu'il pourrait avoir une intervention de Seth Rollins, hein? Tout est possible dans ce type de match, hein. Tout est possible, hein. Mais ça va pas être le cas. Ça va pas être le cas, vu comment Roman Reigns et CM Punk se regardent, et Paul Heyman en dit soif de faire équipe, vu comment maintenant c'est l'heure de la guerre, qui peut se terminer en un seul tombé ou en un seul soumission. Donc forcément, Punk et Roman se regardent et qui vont se mettre d'accord, même s'ils savent que c'est pour la dernière fois qu'ils font équipe. Eh bien, c'est là où une guerre s'éclate entre les îles et auquel ça va partir dans tous les sens avec des objets, des chaises, des tables, des kendos, des poubelles, d'autres types d'objets, comme il y a eu dans le match féminin, pardonnez-moi, comme il y a eu dans le match féminin. Et du coup, ça s'explose, spot, spot, spot. Il y a un moment donné, bien sûr, Bronson Reed dominait Roman Reigns et qu'il le mettait sur la table, mais Bronson Reed va monter du haut de la cage et, euh, et auquel il va effectuer son tsunami splash. Et c'est là auquel CM Punk il sauve la vie de Roman Reigns, alors que les deux se détestent, hein, mais il le sauve. Et à ce que j'ai vu comme information, Jacob Fatou et Bronson Reed se sont tous les deux blessés dans ce Wargames. Ce qui est possible quand on prend trop de risques. Donc ça, je trouve ça possible. Un coup que Tamatonga et Tongaloa sont hors d'état de nuire, cette fois-ci, il reste plus que Solo Sikoa. Et là, les Face ont pris des forces, ils ont pris des poils de la bête, et qui veulent maintenant en découdre, qui sait à éliminer l'ennemi. Donc quand je parle de l'ennemi, je parle bien sûr de Solo Sikoa, qui a été un temps le cousin de Roman Reigns, les frères de Jimmy et Jay, l'ami de Sami Zayn, et auquel il va en avoir pour son grade, hein, parce que Roman Reigns, les Usos, Sami et Punk, ils sont là en train de le regarder. Certes, Solo Sikoa, il regarde autour de lui pour voir s'il aurait de l'aide, mais sauf que ils sont tous par terre, ils sont vraiment tous par terre, ils peuvent pas réagir, ils peuvent plus le sauver les miches, et du coup, cette fois-ci, Solo, il a compris qu'il était cerné, mais qui tente quand même d'asseoir son autorité, mais sauf qu'il se fait super kicker par Jimmy, par Jay, et parfois les deux en même temps. Pour Sami Zayn, il va faire son Haluva Kick, et auquel il va le donner à CM Punk, auquel il va faire un Go to Sleep JTS, et qu'il l'offre aussi en pâture à Roman Reigns, qui fait son dernier cri de guerre, et qui le fait un énorme spear. Donc, 1, 2, 3. Et du coup, victoire de la OG Bloodline. La Bloodline originale a battu la nouvelle Bloodline.
Bref, ça a été excellent. Ça a été excellent ce match. Certes avec pas mal de tension, mais c'était terriblement excellent. Et auquel j'ai bien aimé. Forcément, j'ai très bien aimé. Bon, les faces se célèbrent entre eux. Entre Roman Reigns et CM Punk, ben, on va s'accorder à une franche poignée de main. Et que bien sûr, ben, ils vont célébrer sous le ring en levant le doigt jusqu'au ciel pour montrer à quel point Roman Reigns c'est le OTC, le original Tribal Chief, donc le chef de tribu original, et que le chef tribal, logiquement, il a battu sur le Sikoa, il peut normalement récupérer son Hula Fala. Après, est-ce qu'il s'en fiche du Hula Fala? Peut-être que la victoire comptait plus que le Hula Fala. Donc peut-être. Je pense qu'il est peut-être passé à autre chose. Il n'est pas là pour prouver qu'il n'a pas besoin d'un Hula Fala pour être le chef, parce qu'il est déjà le chef de tribu. Mais après, quelque part, il a perdu son bien-être, il peut le récupérer pour montrer à quel point c'est lui le vrai chef. Mais il décide de mettre de côté. Après, on verra par la suite. Et bien sûr, dans la rampe d'entrée, on se fait des derniers câlins. Et bien sûr, l'original Bloodline lève le doigt vers le ciel pour reconnaître le chef. Sauf CM Punk, parce qu'il y a des moments auxquels CM Punk, certes, il va pas lever le doigt jusqu'au ciel pour montrer à quel point il reconnaît Roman Reigns, mais il va plutôt faire le signe d'aller se coucher. Donc les deux mains croisées vers la tête, comme l'air de dire les enfants, il est l'heure d'aller se coucher. Comme il avait fait pour s'ajouter dans l'équipe. Et auquel, ben, au moins, je trouve ça pas con que CM Punk fait ça, parce qu'au moins, il n'a pas besoin de faire comme Sami, faire comme Jimmy, faire comme Jay, ou encore faire comme Tamatonga, Tongaloa, Jacob Fatou et Bronson Reed pour lever le doigt vers le ciel pour reconnaître quelqu'un. Il n'a pas besoin de ça, vu comment lui il se démarque en faisant le signe d'aller se coucher. Et auquel je le comprends parfaitement. Et voilà comment se conclut le show de Survivor Series War Games qui s'est déroulé au Canada et c'était en 2024. Donc voilà tout, ça a été dit. Donc voilà, tout a été dit pour ce Survivor Series War Games. J'espère que ça vous aura bien plu. Les shows à venir, je sais qu'il y en a plein qui vont à venir, comme le NXT Deadline, le Saturday Night Main Event, et pour AEW, ben, le World End. Pour la TNA, je sais ça va être Final Resolution. Pour la ROH, Final Battle. Est-ce que j'ai d'autres shows en tête? Non, pas forcément. Je crois que j'ai déjà tout dit. Mais au moins, voilà les shows à venir. Et si vous voulez, pour une dernière fois, j'ai un CD auquel je possède. Je pourrais faire une review dessus si vous voulez. Ça s'intitule North Wrestling, une fédération indépendante auquel je pourrais m'attaquer. Et une vidéo à venir pour le bilan de l'année 2024, auquel ça pourrait arriver très prochainement. Donc voilà, tout est dit. Donc c'est tout pour cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch / Mister Review. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo de review, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Ouais. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde. Salut à tous.